sais, le mot copier, c'est l'anagramme du mot picore. Ceux qui copient, finalement, ils picorent. Si on te copie, c'est que ça marche, ce que tu fais. Ça marche même très bien. J'ai un flash où la terre a arrêté de trembler, je suis dans le couloir de l'appartement, et c'est pas écroulé. J'ai tellement flippé en fait que je me suis dit putain, si je volais, j'aurais jamais senti la terre trembler. Le tremblement de terre m'a inspiré, alors que c'était chaotique. Et après le tremblement de terre, sans que je m'en rende compte, mes potes avec qui je danse me disent ta danse elle change, il y a un truc plus doux, les effets spéciaux qui glissent au sol et tout. Et on peut dire ce qu'on veut, mais les réseaux sociaux te permettent de booker des jobs. Si ça fait pas beaucoup de vues, c'est pas grave, ça veut pas dire que c'est pas bien. C'est pas les réseaux sociaux qui décident de l'artiste que tu es en fait. J'ai vu des rangées de mecs de quartier qui ont acheté leur ticket pour venir voir le spectacle. On a réussi en fait. C'est la première chose que j'ai appris en sortant de l'école Madonna, on va dire. Comment avec un mouvement tu racontes un mot. Comment avec plusieurs mouvements tu racontes une histoire. Je suis tout simplement fier d'être un artiste, d'avoir pu vivre de ma passion tout au long de ma carrière. Je me suis beaucoup amusé. Aujourd'hui, j'accueille Yaman Okour, danseur, chorégraphe, photographe, performeur et directeur artistique. Yaman n'est pas seulement un danseur, c'est une véritable icône et référence du hip-hop français. Depuis ses débuts dans les années 90, il a marqué de son empreinte le monde de la danse urbaine, tant par son talent que par sa vision artistique. Originaire de Cergy, Yaman a découvert le break à l'adolescence. Très vite, son talent s'est révélé et il a intégré des groupes de renom comme Trafic de Style et Wanted Posse, avec lesquels il a remporté de nombreux titres prestigieux, dont celui de champion du monde au Battle of the Year en 2001. Parallèlement à sa carrière de danseur, Yaman a collaboré avec les plus grands noms de la scène artistique. Il a dansé pour Madonna pendant plusieurs années, participé à des comédies musicales à succès comme Les 10 Commandements et Le Roi Soleil, et a également chorégraphié pour le Cirque du Soleil. Mais Yaman ne se limite pas à la danse, son travail est reconnu pour sa créativité, sa virtuosité technique et son engagement à faire évoluer la danse urbaine. Aujourd'hui, il continue de transmettre sa passion aux nouvelles générations. Il insiste sur l'importance de l'originalité et de la créativité dans la danse, encourageant les jeunes à développer leur propre style. Dans cet épisode, nous aborderons plusieurs sujets comme notamment l'importance de l'originalité, pourquoi il est essentiel pour un danseur de se démarquer et de créer son propre univers, et ainsi comment la danse peut être un moyen de s'exprimer, de raconter des histoires et de toucher le public. Nous reviendrons également sur le projet La Haine, une création originale qui mêle danse et musique et qui a suscité un grand intérêt. Salut Yaman. Salut Maïwen. Ça va ? Ouais. Je serais contente de t'avoir au micro. Bah, je suis content d'être là. Merci de m'offrir un peu de ton temps. Écoute, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a attiré vers le break à l'adolescence ? Même si tu peux nous dire un peu quelles étaient tes influences à l'époque. Alors le break, c'est arrivé assez tôt dans ma vie, mais j'ai commencé assez tard. Moi, dans mon quartier, on était plus à la base dans les sports de combat. Donc je faisais beaucoup de boxe, kickboxing. Et quand j'étais petit, il y avait une espèce de kermesse, je me rappelle très très bien. J'étais avec ma mère, il y avait ma petite sœur, et il y avait une espèce de cercle et des gens autour. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Et au centre du cercle, j'ai vu un ado faire des figures. Et je me disais, waouh, qu'est-ce qu'il fait ? C'est fort. Et ça m'avait beaucoup impacté et ça m'était resté dans la tête. T'avais quel âge ? Là, j'avais 8 ans, Ok. 8-9 ans, ouais. Et bon, après, moi, voilà, adolescence, sport de combat, beaucoup de sport, très agité, très actif. Beaucoup de cascades à la maison, beaucoup de sauts, je rendais ma mère... ouais, elle était très anxieuse. Et après, au fil du temps, tu sais, dans un quartier, à l'époque, il y a souvent les VHS qui tournaient, des films, tu vois, des films de gangsters, des films de ci, de ça. Et un jour, il y a un film qui tournait, qui s'appelle Beat Street, qui parle, c'est un film axé sur la culture hip-hop, plutôt West Coast, donc New York, tout ça. Et il y a cette cassette qui arrive à la maison. Donc là, j'ai 16 ans. Et c'est à propos de la culture hip-hop, donc il y a les b-boys, les b-girls, il y a du graffiti, MCing, rap, tout ça, DJ. Et dans ce film, il y a la fameuse scène du battle au Roxy Club entre les New York City Breakers et les Rocksteady Crew. Et là, cette scène de battle, je suis waouh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est ? Et je me rappelle de ce mec que j'avais vu à la kermesse, donc je raccorde à ça. Flashback et ouais, je suis piqué, je suis touché, je me dis mais qu'est-ce que c'est ? Donc tout de suite j'essaie de reproduire les mouvements qu'ils font, mais impossible.
Je me dis, mais pourquoi j'y arrive pas, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis déjà à l'époque très athlétique, très acrobatique. Voilà, mes héros à l'époque, c'est Belmondo, c'est Charlie Chaplin, Buster Keaton, tout ça. Donc beaucoup de corps. Et là, je me dis, bon, j'y arrive pas, c'est relou. Il faut que j'y arrive. Et j'ai commencé, j'avais 16, 17. Et après, je me suis plus jamais arrêté. C'est-à-dire que c'est resté dans ma tête. Et tout ce que je voulais, c'était trouver des gens qui faisaient cette danse pour que je puisse m'en imprégner et l'apprendre. T'as pris des cours, du coup, après? Non. Non, pas de cours. Autodidacte? Aucun cours. À l'époque, il n'y avait pas de cours de break. Ça n'existait pas. C'était un truc c'était une niche, tu vois. Pas beaucoup de gens en faisaient. Pas beaucoup de gens savaient ce que c'était. Pardon, je te coupe, quand tu parles de l'époque, c'est quoi les années? Là, c'est 94-15. Enfin, ça commence à émerger en France, mais ça reste quand même niche, tu vois. C'est pas encore un truc mainstream. Et du coup, j'apprends qu'à Paris, à Châtelet, tous les meilleurs breakers se rassemblent. Donc moi, de Cergy, je prends le RER jusqu'à Châtelet, sauf que c'est le soir, donc c'est tard, j'y vais, je m'assois, je me fais tout petit, je regarde. Entre-temps, je commence avec un pote que tu dois connaître, c'est un excellent house dancer maintenant, il était breaker avant, Sharks, il donne des cours au Lax de house dance. Donc on est piqués tous les deux alors qu'on n'a rien à voir à la base. Et donc on y va ensemble, on va à Châtelet, on s'échange des mouvements, on essaye des trucs. Et voilà, comme ça, de petit à petit, on découvre qui sont ces mecs à Châtelet, les actuelles forces. Bon, je suis subjugué par Karim Barouche, paix à son âme, qui était... c'était une panthère, le type. Voilà, j'avais envie de bouger comme lui, en fait. Il y avait Gabin... Il y avait Nabil qui n'était pas des actuelles forces mais qui était d'un autre crew, mais pareil, j'étais piqué, il fallait que je fasse ça. Donc je regardais jusqu'à pas d'heure, je ratais le train, donc il fallait que j'attende jusqu'à 4h du mat, le premier train pour rentrer à Cergy. Ouais, je me donnais du mal, hein. Et puis voilà, fallait que ça mûrisse, que je digère les infos et que petit à petit... ça prenait plus de temps à l'époque, mais j'ai réussi. Et t'as fait l'AID aussi, non? Ouais. Je l'ai pas dit dans la... 98. Ok. Ou 17. Ouais, 17. 97, ouais. J'ai 20 ans. Non, 96. 19 ans. J'avais 19 ans, ça, je m'en rappelle. 96, 19 ans, j'arrive à l'AID. Une école cool, il n'y a que des filles, génial. Bon, j'arrive d'une cité où... Tu vois, je suis qu'avec mes potes contre gars. J'étais dans un lycée, il n'y avait que des mecs, que des cassos, enfin bref. Là, j'arrive dans une école de danse, il n'y a que des filles. Je dis, waouh, trop bien et tout. Donc, j'arrive là un peu par hasard. Ouais, justement, pourquoi l'AID? Parce qu'en fait, dans mon quartier, il y a un mec qui s'appelle Sébastien Lefrançois, donc compagnie Trafic de Style, qui vient d'être diplômé d'État et, en danse contemporaine et qui décide un jour de transmettre la danse à des jeunes de quartier. Et il vient dans mon quartier à Cergy. Il a failli se faire dégommer les premiers jours, quand il arrive. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas d'ici, et que le look est différent, et qu'il n'a rien à faire là. Mais moi, je l'avais déjà vu avant 2-3 fois. Pas dans mon quartier, mais ailleurs. Et quand il est arrivé, j'ai dû dire, regarde, non, je le connais, c'est mon pote, il est danseur, blablabla. Donc... c'était un peu chaud, mais il a commencé à donner des ateliers. Donc c'est lui qui m'apprend que la danse c'est un métier, qu'on compte la musique, qu'on crée des mouvements, des suites de mouvements, donc des chorégraphies, et on commence à faire un duo ensemble. Voilà, comme ça. Qu'on a tourné un peu dans les quartiers. Je te cache pas qu'on s'est mangé pas mal de tomates. Pourquoi? Parce que des mecs qui font de la danse, c'était mal vu? Non, c'était pas que c'était mal vu, ils comprennent pas, okay. Donc ils font pas l'effort de comprendre. Moi, ça allait parce que je faisais déjà quelques figures cool, même si j'étais pas encore, tu vois, au niveau, mais bon, c'était un peu abstrait, ils comprennent pas, donc ça leur plaît pas, voilà quoi. Ok. Mais moi, je lâche pas le steak, même si c'était un petit peu angoissant de traverser ce truc-là. Et lui, il me rassure, il est plus âgé que moi.
Il me dit, mais non, t'inquiète pas, ça ira et tout. Et puis voilà, de fil en aiguille, comme ça, du duo, il me dit, écoute, j'ai envie de créer une compagnie, on va l'appeler Trafic de Style. Il y a d'autres danseurs qui rentrent dans la compagnie, dont Sharks. Je suis hyper content parce que on a déjà un truc qu'on partage entre nous, enfin qui est très fort. Il y a un autre danseur qui s'appelle Salem qui vient. Enfin voilà, on se retrouve à 6-7 et on fait la première créa. On a des subventions. Il était très fort Sébastien à l'époque. On a des subventions, on arrive à avoir une scéno, on arrive à avoir des costumes, on arrive à avoir une créa musicale. Et on fait la première créa et on tourne. Et moi, je suis là, je passe d'un lycée où je suis en train de souder des pièces métalliques à une école de danse où il n'y a que des filles, où je me teste au classique, danse contemporaine, je capte rien du tout. Mais on me dit, ouais, t'es doué, vas-y, continue. Où je croise des chorégraphes à l'époque comme Reda qui me disent, viens faire des trucs à la télé. Je dis, ah ouais, cool. Je me retrouve à passer à la télé, ma mère super contente. Les gens du quartier, ah, je t'ai vu mon fils à la télé, ouais, cool. Et ouais, j'arrive dans cet univers un petit peu comme ça, sans... Je me dis, ouais, c'est cool, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, enfin... Mais je me pose pas plus de questions, et avec Seb, on est à fond dans la compagnie, et on fait cette créa, et ça tourne. On va à l'île de la Réunion, Wow. on va en Italie, on va dans plein d'endroits comme ça, on voyage, on va à Madagascar. On fait une tournée océan Indien, enfin, on va au Kenya, Namibie, Mozambique, enfin, à l'époque j'ai 22 ans, tu vois, et je me dis, waouh, la vie est belle, quoi. Tu conscientises ce que tu es en train de vivre à cet âge-là? Pas du tout. Moi, je danse, je kiffe, c'est tout ce qui m'importe. Et bien sûr, je voyage, et on va dans des pays où il y a énormément de pauvreté, beaucoup de misère, et je me dis, waouh, ça existe ça, et je prends une grosse claque. Je prends conscience de comment la vie peut être dure, cruelle, comment je suis très privilégié. Et il faut savoir qu'avant que je fasse cette tournée donc en Afrique, je vis un tremblement de terre en Turquie qui fait 50 000 morts, qui était une expérience très troublante, mais inspirante au final. Et tu vois, c'est un événement, j'ai vu des morts tout autour de chez moi, enfin, c'était le chaos, quoi. C'était des bâtiments à plat, c'est vision d'horreur, quoi. Et puis le fait de vivre un tremblement de terre, enfin, la terre qui tremble, comme ça, le bruit que ça fait, alors que moi, je suis breaker, je danse au sol, je suis un amoureux du sol, il se passe un truc, tu vois. J'arrive pas à conscientiser, j'arrive pas à dire ce que c'est sur le moment, et je me rends compte qu'il se passe un truc. Mais plus tard. Mais c'est un événement tragique qui m'a transformé et qui a fait que j'ai compris énormément de choses. Ça, enfin, le tremblement de terre plus le voyage en Afrique avec cette tournée océan Indien, c'est là j'ai compris ce que c'était la vie, comment elle pouvait être dure, comment elle pouvait être très belle. Et j'ai compris que tout pouvait s'arrêter en une seconde. Ouais. Donc, il se passe beaucoup de choses dans ma tête. Quand tu parles d'inspiration, quand tu as vécu ce tremblement de terre, c'est ce qui t'a inspiré du coup à faire tes photos où tu voles au-dessus du sol? Ouais, complètement. C'est complètement lié en fait. Et même à travers ma danse, c'est-à-dire que moi, avant le tremblement de terre, j'étais très aérien, c'était des accros dans tous les sens, j'étais vraiment très 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 aérien. Et après le tremblement de terre, sans que je m'en rende compte, c'est les gens autour de moi, mes potes avec qui je danse, mes gars de mon crew de Wanted, qui me le font remarquer, qui me disent « Putain, ta danse elle change, il y a un truc plus doux, les effets spéciaux qui glissent au sol et tout. » Moi je me dis « Ouais, c'est vrai, mais... » Je me dis pas que c'est lié, tu vois, c'est trop frais encore. Et j'ai mis beaucoup de temps à digérer tout ça. Ça m'a pas traumatisé, hein. C'était pas un traumatisme. Sur le coup, oui, sur le moment, la terre qui tremble, le bruit que ça fait, c'est indescriptible. Mais voilà, je suis vite sorti de ça. Et inconsciemment, il s'est passé plein de choses dans ma tête, dans mon corps, qui ont transformé ma danse, ma vision de la danse, ma vision de la vie, ma
ma vision sur tout, en fait. Et est-ce que c'est ça qui a fait que tu as pu te démarquer un peu dans un milieu aussi compétitif que le break? Est-ce que ce sont tes expériences, du coup, de vie qui t'ont nourri? c'est complètement mes expériences de vie qui m'ont... C'est pas moi qui ai décidé à un moment donné j'ai pas décidé d'adopter une danse qui sort du lot. Je me suis pas dit, tiens, j'ai envie de danser autrement. C'est des événements qui m'ont transformé, qui m'ont inconsciemment guidé vers autre chose, en fait. Et c'est des cadeaux. Moi, tout ça, c'est comme si on m'avait offert tout ça, tu vois. Et après, il y a un autre facteur aussi, c'est que moi, à l'époque, quand je commence le break, j'ai vraiment une très mauvaise mobilité des genoux. Et le break, les bases du break, les footwork, il faut une très bonne flexibilité des genoux. Tu peux expliquer ce que c'est qu'un footwork? Les footwork, c'est tout ce qui est... c'est les... comment je pourrais dire c'est tous les... on appelle ça les passes au sol en France. Les 6 steps, les 3 steps, c'est des pas au sol, avec les 2 mains au sol et les 2 jambes au sol. Et c'est des pas de danse, mais au sol. Donc il y a 6 steps, il y a le 3 steps, il y a le 2 steps, c'est tous les fondamentaux du break, en fait. Yes. Et pour pouvoir faire ces mouvements, donc c'est les fondations, il faut une très bonne mobilité des genoux et flexion des genoux que je n'ai pas. Parce que j'ai des cuisses de malade. Et trop de densité musculaire au niveau des cuisses, pas souple du tout, donc j'y arrive pas, ça me fait mal, je me pète les ménisques carrément. Ouais. Et du coup, moi je me dis, putain, mais moi j'ai toujours envie de breaker, en fait, donc fallait que je trouve ma façon de breaker en écoutant mes douleurs, donc physiques, en écoutant ma morphologie, qu'est-ce qu'elle me permet de faire. Donc, mais tout ça encore, c'est inconscient, c'est plus tard que je me dis que c'est ce que j'ai... En fait, tu transformes les contraintes très rapidement en opportunités. Oui, parce que Sébastien Lefrançois, Trafic de style, ouais. Donc je fais un petit flashback, il me parle de contraintes dans la danse. Il me donne des contraintes pour créer des mouvements. Ouais. Et moi, ça me fait chier au début. Mais il m'explique, il me dit, mais tu verras, c'est grâce à ça que tu trouveras des mouvements, que tu trouveras des thèmes. Des propres mouvements. Ouais, et que tu trouveras des chemins corporels. Et bon, il me dit ça, mais à l'époque, je capte rien. Mais il avait raison. Et entre-temps, je tombe sur des CD-ROM, s'il te plaît, de William Forsythe. Le retour en arrière. De William Forsythe, donc très grand chorégraphe, qui te donne des techniques d'improvisation avec des formes dans les airs. Alors on voit, il fait ça, il y a un rond qui se dessine et il improvise autour de ce cercle. Après, c'est des lignes droites, machin. Et je me dis, mais putain, mais moi je vais utiliser ça pour développer des mouvements de break, en fait. Mais j'en parle à personne, c'est un petit peu secret, tu vois. Je me dis, c'est comme si j'avais trouvé un trésor quand je vois ça, moi. C'est Tommy Pascal, un danseur contemporain de l'époque, qui me file ce CD-ROM. Lui, il dansait chez Béjar, après je le cache, tu vois. Il me dit, tiens, regarde, ça pourrait t'aider. Mais ça m'a... En plus, c'est fou parce que c'est... Prejlo, enfin tout ça, ce sont des compagnies qui sont à l'antipode du hip-hop. Ah, je te parle de l'époque, en plus. Donc, complètement, rien Donc à voir. toi, tu viens te nourrir d'autres styles de danse, alors que personne n'a peut-être... Moi, William Forsythe, je sais pas qui il est. Hein. Je sais pas ce qu'il fait, qui il est, sauf que les exercices d'improvisation qu'il donne, je kiffe. Ouais. Et je me dis, mais je vais prendre ça, je vais le mettre en break. Et là, je commence à développer des tonnes de mouvements, des tonnes de chemins. Et là, d'un coup, je sens que j'ai pris un autre chemin, tu vois, plus... le fait que ma danse devienne beaucoup plus douce, que je commence à caresser le sol dû au tremblement de terre, alors que je ne l'ai pas encore conscientisé. Mais je sens que, voilà, dans la danse, je développe quelque chose. Et pourquoi, pour toi, c'est important pour un danseur de développer sa propre identité artistique ? Bah, c'est important parce que, tu sais, déjà, dans le break, à l'époque, fallait exister par des mouvements signatures. Donc, c'est-à-dire que chaque breaker avait un mouvement qu'il définissait, que lui-même avait créé, que lui-même avait trouvé. Et on était capable de dire déjà à l'époque, même sans voir le visage du breaker ou de la breakeuse,
on pouvait reconnaître la personne par le mouvement. Ah, ça, c'est Karim qui fait ça. Ah, ça, c'est Hassan. Ah, ça, c'est Gabin, tu vois. Enfin, parce que c'était leur mouvement à eux, quoi, tu vois. Et je trouvais ça fort et fascinant. Et je me suis dit, mais ouais, c'est génial. Moi aussi, il faut que je trouve mes propres mouvements, tu vois. Et ça, c'est un truc qui a toujours existé dans le break. Et à l'époque, quand on se faisait copier, c'était bagarre. Hein. Quand il y a un mec qui faisait le move d'un autre, c'était bagarre. Il n'y avait pas de... Oh, tu m'as copié, non, tu te mangeais une patate, ou ça allait loin des fois, hein, je te jure. C'était vraiment précieux. Non, je rigole, mais je sais que j'ai entendu des histoires sur ça, et oui, c'est... Ouais, ça rigolait pas, vraiment. Et j'ai plein d'exemples comme ça, enfin... Et du coup, c'est un truc qui est propre vraiment au break au début, parce que je viens de là, et propre au milieu hip-hop, en fait. À la danse hip-hop et partout ailleurs dans la culture hip-hop. Et si tu veux... J'ai travaillé avec beaucoup de danseurs contemporains ou d'autres styles et à chaque fois, tu sais, j'avais ce discours-là je leur demandais mais quel mouvement te définit? Et ils n'étaient pas capables de me répondre parce que eux, c'était un style de danse qui les définissait et pas spécialement un mouvement. Et ils trouvaient cette question étrange et ils me demandaient pourquoi, alors je leur expliquais. Et à l'époque, je travaillais beaucoup avec Maëlle Dufour. À un moment donné, voilà, j'étais fasciné par sa danse et elle a commencé à bosser, à s'entraîner avec des breakers. Et elle a commencé à trouver des mouvements, signatures, qui la définissaient elle et que seule elle faisait. Et je faisais, waouh, putain, ça me touchait parce que elle avait vraiment son délire dans la danse contemporaine et tout ça. Et elle avait vraiment aussi son style... par ses mouvements signatures qui étaient assez impressionnants, tu vois, elle prenait des risques physiquement, quoi, la meuf, tu vois. Et du coup, je me suis mis à bosser avec elle parce que je trouvais qu'elle était super. Et du coup, je la donnais toujours en exemple en disant, mais vous voyez, enfin, il y a des chanteuses, par exemple. Ouais. Tu vois pas leur visage, de par leur grain de voix. Patricia Cass, tu la reconnais direct. T'aimes ou t'aimes pas, tu la reconnais direct. Michael Jackson, t'aimes ou t'aimes pas, il ouvre la bouche, tu reconnais direct. Vanessa Paradis, t'aimes ou t'aimes pas, elle ouvre la bouche, tu la reconnais direct. Et ça donne une identité forte, tu vois. Et j'estime que, pas que dans la danse, hein, que ce soit dans ton métier d'entrepreneur, d'artiste, dans tous les métiers, en fait, il faut pouvoir créer quelque chose qui te définit sans qu'on puisse... sans qu'on ait vu ton visage, sans qu'on ait cité ton nom, tu vois ce que je veux dire? Et il y a plein d'exemples comme ça, tu vois, dans l'industrie, dans plein de trucs, en fait. Et c'est un truc, je pense, qu'il faut appliquer dans l'art, parce que je trouve que c'est fort. Et puis, c'est bien d'avoir plusieurs mouvements signatures, ou plusieurs choses signatures, et tu te feras copier. Et puis, tu en inventeras d'autres, enfin, tu en trouveras d'autres. Ouais. Et puis, ces mouvements que tu as créés, peut-être qu'à un moment donné, ça deviendra des bases et que ce sera cité par tes pairs, tu vois. Et c'est génial. Justement, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui se font copier parce que ça vient toucher un peu l'ego, tu vois. Ouais. Ça vient toucher aussi ton histoire personnelle quand tu as créé des choses en fonction de tes histoires perso. Alors, aux gens qui se font copier, qu'est-ce que je leur dirais ? Je leur dirais que déjà, avant tout, c'est un compliment. Je leur dirais que si on te copie, c'est que ce que tu fais, ça marche. Mais ça fait chier quand même. Ça fait énormément chier. Franchement, ça vient du cœur. C'est dur. Ouais. C'est dur. Moi, ça m'est arrivé. C'est arrivé, par exemple, à Sadek. Mais là, c'était, tu vois, enfin... Tu sais, les gens, quand ils copient... Moi, quand j'ai commencé à danser, par exemple, quand je voyais Karim Barouche, B-Boy Karim, qui était mon héros absolu, il faisait des mouvements qui m'impressionnaient, par lesquels j'étais fasciné, et j'essayais de faire pareil, tu vois. J'essayais de faire pareil parce que ça me plaît, parce que ça me touche. Et des fois, j'y arrivais, des fois, j'y arrivais pas, mais quand j'y arrivais, j'allais pas le refaire dans un battle ou ailleurs. Interdit. Je veux dire, même moi, pour ma conscience, c'était impossible que je fasse ça. Mais je me disais, bon, à partir de ça, comment
comment je peux en faire autre chose, tu vois, sans forcément que ça devienne trop similaire. Je voulais pas que ce soit similaire du tout, tu vois. Et du coup, c'est là où le gap entre l'inspiration et la copie, c'est un peu border. Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, on s'est inspiré de toi sur ça, machin. Mais en fait, gars, t'es en train de faire le même mouvement. C'est pas inspiré. Tu vois, inspiré, c'est quand tu vois quelque chose qui te touche. Et t'en prends qu'une partie. C'est même pas t'en prends, c'est que moi, des fois, j'ai été inspiré par un film, par une phrase, par des mouvements aussi, ou par des événements. Mais ça veut pas dire que ces événements-là, je les ai mis dans... Non, tu vois ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que ça provoque dans ta capacité à créer à partir de ce que tu as vu. Tu vois, ça veut pas dire prendre, refaire la même chose avec 2-3 petits changements en disant ouais, mais t'as vu, toi tu glisses en arrière, moi je glisse sur le côté. En fait, tu vois ce que je veux dire, ça peut être très, très limite. Et en fait, l'inspiration, c'est vraiment... qu'est-ce que ça t'insuffle, mais au sens large. Qu'est-ce que ça a provoqué en toi et qu'est-ce que toi, tu vas créer à partir de cette provocation. Tu vois ce que je veux dire ? Et pour moi, c'est ça l'inspiration. Et moi, Charlie Chaplin est une très, très grosse inspiration. Tu vois ? Je danse pas comme Charlie Chaplin. Pas du tout. Il y a plein de choses comme ça, enfin, même pas des gens, il y a des choses, des événements qui m'ont inspiré. Le tremblement de terre m'a inspiré, alors que c'était chaotique, tu vois. J'ai vu des documentaires qui m'ont inspiré des vidéos, notamment une vidéo que j'ai fait avec Émilie. Et voilà, c'est comme ça. En fait, c'est qu'est-ce que ça provoque qui va faire que tu vas créer. On te demande pas, ouais, tu m'as inspiré le mouvement, du coup, moi, je vais le faire... toi tu le fais à gauche, moi je vais le faire à droite. Non. Non. Et je l'ai vécu à travers tout mon travail photographique. Où là, le mec copier-coller, tu vois. Copier-coller. Et moi, je n'ai rien inventé. C'est-à-dire que sur les photos des mecs qui sautent, il y en a toujours eu. Mais... Oui, des danseurs classiques, par exemple. Bien sûr, je n'ai absolument rien inventé. Sauf que mon histoire avec le tremblement de terre m'a inspiré. Moi, breaker qui danse au sol, amoureux du sol, m'a inspiré des photos au-dessus du sol, parce que ça a été mon premier réflexe de sauter au-dessus du sol quand Carlito m'a pris en photo la première fois. J'ai aimé le rendu, et peu de temps après, non, beaucoup de temps après, après cette photo, quelques années plus tard, j'ai un flash où la terre a arrêté de trembler, je suis dans le couloir de l'appartement, et c'est pas écroulé, Dieu merci, beaucoup de chance. Et je me rappelle que je me suis fait cette réflexion, je l'ai dite cette phrase, j'ai tellement flippé en fait que je me suis dit putain, si je volais, j'aurais jamais senti la terre trembler. C'est une phrase qui est sortie de ma bouche quand la terre a arrêté de trembler et que j'étais dans le couloir de l'appartement en 99. Et ma première photo avec Carlito quand je saute au-dessus du sol, c'est 2009. Tu vois ? Du coup, moi je fais cette photo. Je saute, j'arrête pas de sauter, je me procure un appareil photo, je mets le timer, petit trépied, tac, je saute. Un jour, Sébastien Lefrançois, je reviens toujours à lui parce que c'est une personne assez... C'est une clé dans ma carrière. Il me dit, mais pourquoi tu sautes sur toutes tes photos en fait ? Et moi, je me dis, mais parce que, tu vois, c'est aérien, c'est le break, c'est athlétique. Mais en lui disant ça, je sens que ça sonne faux en fait. Il y a une espèce de petite dissonance, tu vois, quand je dis ça. Mais je le dis quand même. Et lui, il me dit, ah, ok, ouais. Il sait très bien, lui, ce que j'ai vécu. T'avais pas envie d'être vulnérable devant lui ? J'avais pas envie d'être vulnérable un peu ? Non ? Non. Non, mais tu sais, devant lui, j'étais très à l'aise. Okay. C'est-à-dire que il savait très bien d'où je venais, ce que j'avais vécu, que je venais de vivre un tremblement de terre. Et il a assisté à ma plus grosse rupture avec ma première copine. Enfin bref, il a tout vu. Il m'a vu dans les pires conditions, malade à Madagascar, soigné à l'opium. Enfin bref, on a vraiment vécu des trucs forts, tu vois. Donc il me connaît et il n'y a pas de filtre entre nous. Donc
Je lui dis ça, il me dit, ouais. Lui, il avait déjà capté, en fait, tu vois. Et il me dit rien. Et moi, je continue à faire toutes ces photos, les gens ils commencent à kiffer, waouh. Donc ça, c'est 2009, 2010, 11, 12, 13, je continue. Et un jour, je sais pas, je me rappelle de cette phrase que je me dis. Et après, je fais le lien avec ma danse qui a changé. Je fais des effets au sol, je glisse. Les photos au-dessus du sol. Et la plupart des photos, je regarde le sol. C'est pas, il y en a où on dirait que je vole, mais beaucoup, il y en a où je regarde le sol. Et là, ça me fait un truc bizarre, tu vois. Je me dis, ah ouais, d'accord, ok. Et j'en parle à Sébastien. Il me dit, bah oui. Il me dit, moi, je le savais. Tu vois, il est plus âgé que moi, il a plus d'expérience. C'est un artiste très ingénieux. Enfin, et il avait capté, il me l'a pas dit, il voulait que je le découvre par moi-même. Et je lui dis merci parce que ça a eu encore plus d'impact. Et ça a ajouté encore plus de sens à toute cette série de photos. J'ai rien inventé. Y a un mec qui s'appelle Denis Darsac qui le faisait déjà bien avant moi. Y a même Yves Klein, dans les années 50, qui avait fait une série de photos, Leap into the Void, où il se jette. C'est une photo magnifique en noir et blanc, où il se jette dans le vide d'un toit d'un petit immeuble. Et je sais pas comment ils ont fait. Il y avait un matelas pour réceptionner. Ils ont réussi à enlever le matelas et tout. Enfin, j'ai rien inventé, mais moi, c'est mon truc lié au tremblement de terre, lié au sol qui a tremblé et au fait que je sois au-dessus du sol. Je me photographie moi-même et je surveille le sol au cas où il retremblerait, tu vois. Enfin, et j'ai fait le lien en fait et ça a donné cet événement tragique a donné naissance à des choses artistiques qui me sont chères et que je trouve hyper belles, tu vois. Je reviens un peu sur la copie et l'inspiration. Quand on se fait copier d'une certaine manière, ça peut aussi un peu décourager ou pas. Mais du coup, moi, je voulais savoir comment tu fais pour rester créatif dans ces moments-là et même de manière générale, hors copie, plagiat, tout ça, pour éviter la répétition. Tu sais, de se faire copier comme ça, mais quand je dis copier-coller, c'est comme si on avait violé ton intimité quelque part, vraiment. Parce que moi, je sais pourquoi je fais ça, c'est lié à une histoire, tu vois, c'est profond, je veux dire, c'est... Moi, à l'époque, quand je dansais pas, alors que danser, c'est ma vie, je faisais mes photos, tu vois, c'était une manière pour moi d'exister, de me connecter à moi-même, de me rencontrer moi-même. Et du coup, c'est très intime. Et quand tu vois quelqu'un qui fait tout à l'identique et qui prétend être à l'origine de tout ça, c'est violent. Franchement, c'est très violent. Donc au début, comme n'importe quel être humain, c'est beaucoup de colère, beaucoup de... l'ego aussi qui réagit à tout ça, tu vois. Donc... il faut un temps de digestion. Pour moi, ça a été assez long, parce que psychologiquement, ça m'a impacté. Les photos, En danse, on m'a pris plein de moves, mais c'était tellement facile en danse pour moi de créer des mouvements que je me disais, bon, ça va. Parce que tu n'avais rien d'émotionnel qui était rattaché à ça en danse. Si, mais pour moi, c'était tellement large. Okay. C'était tellement... Il y avait tellement de vocabulaire à développer que je me disais, oh là là, mais je vais en trouver d'autres des moves. Après, en battle, quand les mecs faisaient mes moves face à moi, là, tu vois, on n'a pas ce fameux move qui dit pompeur, copieur. Voilà, je me gardais pas enfin, je les faisais, quoi. Je leur faisais comprendre que c'est à moi, poteau. Mais vas-y, fais-le. Donc, il y avait un peu de ça, parce que dans le break, c'est très, très provocateur, très, très comme ça. Mais ce qui était lié à la photo, c'était violent pour moi. Franchement, c'était violent. Ça m'a psychologiquement impacté. Mais il y a eu un temps de digestion qui était assez long. Et j'ai vu des documentaires, des choses qui m'ont apaisé sur d'autres personnalités, d'autres artistes. Et j'en suis arrivé à la conclusion... Enfin, j'avais déjà cette phrase qui tournait dans ma tête, mais j'ai réussi à digérer cette phrase et à l'appliquer vraiment pas mal de temps après, c'est que j'arriverai à créer autre chose et que, en tant qu'artiste, ok, je me fais copier,
mais je serais capable de créer autre chose à partir de la photographie, tu vois. Et j'ai réussi. Et je me suis fait recopier. mais toujours un peu sournoisement. Ouais. Tu vois, avec cette histoire de ouais, mais toi c'est à gauche, moi c'est à droite. Ok. Il y a des gens en vrai. Et c'est pas grave parce que je me dis, je trouverai encore autre chose. Mais ça fait chier, franchement, ça fait chier. Mais en fait, ça te prend de l'énergie quand même. Ça te pompe ton énergie. Ça me prend de l'énergie. Tu sais, moi, il y a des avocats qui m'ont contacté, qui m'ont dit, c'est attaquable, viens, on attaque et tout. Mais je leur ai dit, mais je peux pas mettre de l'énergie là-dedans. Parce que je vais y mettre de l'énergie, ça va me prendre de l'énergie. Tu sais, c'est émotionnel. J'ai pas envie d'aller là-dedans. Ouais. Donc, fallait être résilient. Et il fallait que je reconnecte au fait que l'art, c'est très large et que c'est illimité et que j'arriverai toujours à pondre quelque chose d'autre. Tu vois, donc il y a eu des poteaux mous. Ouais. Donc j'ai vu d'autres gars qui font du parcours et qui dansent un peu, commencer à faire des trucs. Les gens... Et en plus, c'est même pas moi qui tombe dessus, c'est les gens qui m'envoient sur les réseaux, qui me taguent, Yaman. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je vais pas interdire aux gens de faire des choses que j'ai faites, mais c'est pas grave. En fait, moi, ce qui me dérange un peu dans ce côté inspiration-copie, c'est que tu reproduises le mouvement de quelqu'un ou la signature de quelqu'un et que tu l'identifies derrière, et que c'est un peu pour moi une forme d'hommage. Tu vois, pour moi, ça, c'est encore autre chose à part. Mais que tu viennes prétexter que c'est toi qui l'as inventé, moi, j'avoue que ça, c'est un truc qui me dérange un peu. Parce qu'il y a des gens qui aiment ce que tu fais et se disent ça lui fera plaisir parce que c'est un hommage. Mais oui, mais si tu l'identifies pas et que tu le notifies pas, la personne ne sait pas que c'est un hommage. Peut-être que dans la tête des gens, il y a certaines personnes qui n'ont pas conscience de ça. Mais le pire, c'est que ces gens-là, bon, j'ai un exemple très concret, c'est que ils finissent par penser que c'est eux qui sont à l'origine de tout ça. Et il est là le danger, c'est qu'à un moment donné, tu vois, le retour de flamme, il peut être, pour eux, en tant que copieur, il peut être violent. Mais tu sais, j'ai un ami poète qui s'appelle Souleymane Diamanka, que je trouve absolument génial. Il m'a dit, tu sais, le mot copier, c'est l'anagramme du mot picore. Il m'a dit, ceux qui copient, finalement, ils picorent. Et ça m'a tellement apaisé quand il m'a dit ça. Je me suis dit, ouais, c'est vrai. C'est beau. Ouais, c'est beau, ça m'a beaucoup... Ça a été comme un espèce de médicament pour moi, d'entendre cette phrase de la part de Souleymane et je laisse picorer. et moi tu laisses les pigeons venir manger dans l'assiette, c'est ça? Ouais, mais après, tu sais, rien n'est... Comment dire? Il y a des industries, par exemple, dans la musique où quand tu copies, là, tu peux les allumer, les mecs, tu vois. Dans la danse, il n'y a pas ça. Et dans la photo, peut-être, mais je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne suis pas encore assez calé sur le sujet. Même si, tu vois, il y a des avocats qui m'ont contacté pour me dire, mais c'est attaquable, attaquons. Je ne peux pas mettre d'énergie là-dedans, mais si on te copie, c'est que ça marche, ce que tu fais. Ça marche même très bien. Merci, Yaman. Je reviens un peu sur le côté de la singularité en tant que danseur. Est-ce que le fait de vouloir se démarquer ne peut pas parfois conduire à l'échec, dans le sens où d'être moins polyvalent, tu peux aussi toucher moins de domaines. De toucher moins de domaines en étant moins polyvalent ? Ouais, parce que du coup, t'es trop singulier, donc du coup, tu te démarques que par ta singularité. Et on peut croire que, ok, tu sais faire que ça. Je vais te donner un exemple très concret. Il y a Salah, un danseur Salah. On a commencé à danser en même temps. Spider Salah ou Salah The Entertainer sur Insta, qui est exceptionnel et qui a développé un truc tellement singulier. Et il ne fait que ça. Sauf que le mec, toute sa vie, il a bossé parce que les gens voulaient voir du Salah. Les gens contactaient l'agent de Salah pour avoir du Salah dans leur show, en fait. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Sadek. Sadek, c'est très très fort ce qu'il a créé. Pour moi, Salah ou Sadek,
ils ont créé une marque. Tu vois ce que je veux dire? Quand je dis une marque, ils ont créé une marque, pour moi, c'est comme Apple. C'est devenu mainstream et les gens veulent voir du géométrie variable ou du murmuration. Tu vois? Ou du Spider Salah à l'époque. Et c'est hyper fort. Et à aucun moment, ça les a mis en danger, tu vois? Parce qu'ils ont tellement poussé le truc à un niveau tellement fort que... Et puis en plus, c'est des trucs, c'est que dès que tu copies, bah, ça se voit direct. Ah bah oui. Là, je veux dire, tu copies, tu te jettes dans les flammes de l'enfer. Tu vois, et c'est très très fort parce qu'ils ont créé une marque, ces gens-là. Donc il vaut mieux pour toi rester aligné avec ta singularité et ton idée en tête que de commencer à vouloir être trop polyvalent parce qu'en fait tu te rends compte que ça marche pas dès le début. Alors après, attention, je dis pas que ces gens-là ils savent pas faire autre chose. Non, ils savent, bien sûr, non, c'est pas mais ça. Ils excellent dans ça. Et ils restent alignés. Ils restent alignés à ça parce qu'ils le font avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup d'ingéniosité. C'est eux, quoi. C'est leur âme que tu vois dans ce qu'ils te présentent. Tu vois ce que je veux dire? Et à côté de ça, il y a un autre crew qui s'appelle Urban Theory, qui sont dans la même lignée que fait Sadek, mais c'est différent. Et ça coexiste très bien. Mais tu vois la différence. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, il faut rester aligné dans vraiment déjà ce qui te fait vibrer. Si tu vibres avec ce que tu fais, pourquoi tu ferais autre chose? Ça finira par payer. Ça finira par payer quoi qu'il arrive. Après, c'est bien d'être versatile aussi, d'être polyvalent. C'est vachement bien même. Et moi, quand j'étais plus jeune, je me suis retrouvé à danser avec des danseurs contemporains et je faisais pas du break. Tu vois? Et dans mes workshops, quand j'en donnais ma méthode au sol, la majorité des danseurs qui sont venus, c'était des contemporains. Tu vois? Mais regarde, aujourd'hui, la plupart des compagnies sont... les compagnies contemporaines recherchent des breakers. Ouais. Et inversement, ouais. Parce qu'on est aussi dans une ère où on mixe les univers. Et tu vois des breakers, breakeuses qui pourraient totalement être contemporains. Moi, je vois une Chris Fargeau. Pour moi, elle a sa place partout, en fait. Elle est tout terrain. Elle correspond à tout, tu vois. Elle a développé un truc comme ça qui est hyper beau, qui est hyper singulier, hyper, reconnaissable. Et c'est génial, tu vois. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne sait pas faire autre chose. Oui, bien sûr. Donc non, je pense que quand tu as trouvé le truc qui te fait vibrer et qui te permet d'exister en tant qu'artiste et qui vient de toi, que tu n'as pas extirpé à quelqu'un d'autre, non, vas-y, reste là en fait. C'est ta maison, c'est ta zone... de génie. De génie, ta zone, c'est ton pays magique, imaginaire, enfin tout ce que tu veux, tu vois. Il faut y rester. Et de temps en temps, ouais, aller voir ailleurs. Yes. Je vais un peu sur les réseaux sociaux aussi. Comment un danseur il peut utiliser les réseaux pour montrer sa polyvalence et son originalité tout en évitant de tomber dans la standardisation du côté un peu chorégraphie, trend. Ouais. Tu sais, les réseaux, c'est particulier parce que les réseaux, ça a tendance à créer une espèce de modification du comportement, je trouve. Humainement ? Ouais. Humainement, artistiquement, dans plein de trucs. Psychologiquement. Ouais, voilà. Donc ça peut être très dangereux. Enfin, dangereux, on s'entend, ça peut être tricky, on va dire. Et il faut capter les réseaux, enfin capter comment ça marche pour pouvoir adapter un contenu intelligent qui ne te desserve pas, mais qui en même temps te servent pour pouvoir exister artistiquement, pour pouvoir booker un job. Et je reviens sur Sadek, sur les réseaux, mais le mec il cartonne, tu vois. Et c'est via les réseaux qui book plein de super jobs. Salif, je sais pas si tu connais Salif. Oui, on en a parlé dans l'épisode avec Jérémy. Ben ouais, Salif, moi je l'ai connu, il avait 2000 followers. Il y a une vidéo qui a explosé. Ouais. En une semaine, il est passé de 2000 à 1 million, tu vois. Et on peut dire ce qu'on veut, mais les réseaux sociaux te permettent de booker des jobs. Donc, il faut être
Il faut éviter la modification du comportement. Il faut rester aligné. Il faut être sincère avec ce qu'on est, ce qu'on fait. Et se présenter comme tel, en fait, sur les réseaux. Comme tu te présenterais à... Il faut être sincère. T'entends quoi par modification de comportement? T'as des exemples? Bah, c'est d'essayer de s'adapter à des trends complètement, parfois qui sont très ridicules et comment dire, ouais, qui te desservent un petit peu l'art ou d'autres choses, tu vois. Enfin, faut faire attention, quoi, tu vois. Ouais, ça peut être un piège. Faut rester aligné, faut rester dans son truc. Et si ça fait pas beaucoup de vues, c'est pas grave. Ça veut pas dire que c'est pas bien. Ouais. Ça veut pas dire du tout que c'est pas bien. Parce qu'encore Alors une surtout fois, pas. on ne contrôle pas les algorithmes. Non, non. Et puis c'est pas les réseaux sociaux qui décident de l'artiste que tu es, en fait. C'est pas les réseaux sociaux qui définit la qualité de ton travail. Rien à voir, tu vois. Des fois, je vois des vidéos, c'est des millions de vues d'un mec qui nettoie sa terrasse au Karcher. Et qu'on regarde. Et qu'on regarde parce que c'est satisfaisant. Tu vois ce que je veux dire? C'est fou ça quand même. Ouais. Donc il y a plein de pièges comme ça à éviter, dans lesquels il ne faut pas tomber, qui pourraient te sortir un peu de ton équilibre, de ton alignement, justement, tu vois. Et voilà. Et surtout, aujourd'hui, il y a énormément de concurrence. Sur les réseaux, il y a énormément de concurrence. Et voilà, donc c'est une nouvelle ère à laquelle il faut s'adapter ou pas. Voilà. Toi, à l'époque, quand tu as travaillé avec des artistes comme Madonna, participé à des productions comme le Cirque du Soleil, il n'y avait pas les réseaux. Enfin, on les utilisait. Il y avait, mais d'une autre manière. mais c'était pas aussi important. C'était pas aussi omniprésent, tu vois. L'impact n'était pas le même. Et moi, si tu veux, j'ai pas eu besoin des réseaux à l'époque pour pouvoir danser et chorégraphier pour Madonna ou pour le Cirque du Soleil ou me retrouver avec les Sœurs Labec qui sont deux monstres de la musique classique. Enfin, tu vois, je me suis retrouvé à faire des trucs avec des gens, des artistes sans les réseaux, quoi. C'est en ça où je veux arriver à dire que les réseaux, ça fait pas tout. Parce qu'après, c'est en casting que tu dois faire tes preuves, tu vois. Alors moi, j'ai vu plein de gens sur les réseaux vachement bien, vachement forts, que j'ai vu après en live. C'est bien pendant 15 secondes, mais au-delà de 15 secondes, je me suis dit, ouais, bon, tu vois, j'ai capté, quoi. J'étais un peu déçu. Et pas seulement en danse. Et tu vois, c'est là où tu peux être très fort sur les réseaux pendant 15 secondes, le temps d'un réel, tu vois. Mais qu'est-ce que tu donnes sur scène, en spectacle, pendant, tu vois, 10-15 minutes sur scène, tu vois, voilà, enfin, après, il y en a, ils sont très bons dans les deux. Hein. Bien sûr, et humainement aussi, des fois, tu captes pas tout sur les réseaux. Et c'est ce que je voulais dire, avant que la mouche nous coupe. C'est ce que je voulais dire, c'est que c'est pas que dans la danse, même humainement, il y a des gens sur les réseaux que j'adorais, que j'avais une très grande estime d'eux, et je les ai rencontrés en vrai, des grosses pourritures. Tu vois, je me suis dit, ah waouh, le gap entre ce que cette personne présente sur les réseaux et ce qu'elle est en vrai. Bon, je l'avais déjà vu dans le milieu de la télé, parce que j'en ai fait beaucoup, mais en vrai, sur les réseaux, c'est pareil. Ouais. C'est vraiment... Ouais, c'est l'extension un peu du monde de la télé, les réseaux, tu vois, mais sous un autre angle, un autre prisme, avec un autre matériel. Voilà. Comment, du coup, les expériences avec Madonna, le Cirque du Soleil, tout ce que tu as fait, ont influencé ta vision de la danse et ton approche chorégraphique? Alors, déjà, de travailler avec Madonna, bon, moi, j'ai jamais été fan d'elle, mais j'avais déjà vu un spectacle où j'avais pris une claque parce que je me suis dit, waouh, putain, c'est fort. La meuf, son spectacle, c'est un film, en fait. La scénographie incroyable, des chorégraphies de ouf, le storytelling, il est fort. Donc, j'ai eu un grand respect pour cette démarche artistique qu'elle avait sur scène. Mais sa musique, ça ne me touchait pas forcément. Tu vois, je connaissais Vogue,
il est intemporel ce morceau, ou d'autres. Et en fait, quand tu travailles avec elle, tu te rends compte que elle a travaillé avec les plus grands, en fait. Que ce soit avec les premiers street artistes comme Keith Haring, elle était pote avec avec Basquiat, elle était pote avec Tupac, elle était pote avec Michael Jackson, elle côtoyait Mohamed Ali, Tyson. En fait, que ce soit dans le sport ou dans l'art, elle a côtoyé les meilleurs. Donc, c'est-à-dire qu'elle vient d'une école très très costaud, tu vois. Et ils étaient, tu vois, elle vient d'une époque où il y a eu une émergence d'artistes incroyables et ils ont vivoté ensemble, tu vois, ils ont grandi ensemble. Et quand tu travailles avec elle, t'apprends en fait. T'apprends parce qu'elle a des références incroyables liées à ces gens-là, à ces artistes-là. Et donc c'est cool parce que ça t'élargit ta vision artistique, tu vois. Par exemple, je donne un exemple, on est à Amsterdam, il y a le musée Van Gogh, et elle décide de le privatiser pour que nous, pour qu'elle, avec ses danseurs, puisse le visiter. Donc tu apprends sur Van Gogh, et tu découvres Van Gogh, et c'est kiffant. Incroyable. Tu vois, c'est que des trucs comme ça. Donc c'est fort. Ouais, ça t'apprend à être peut-être un peu plus original aussi dans le milieu, à t'adapter. Non, moi, c'est pas ce que ça m'a fait. Ça m'a vraiment ouvert mon champ artistique. Ouais, alors quand je veux dire adapter, c'est adapter les connaissances dans le sens où pas rester fermé, justement, se dire ok, je vais peut-être là où je serais jamais allé. Ah, alors avec elle, c'est impossible que tu restes fermé. Impossible. Et elle refuse. Et si tu restes fermé, tu travailles pas avec elle en fait. Et on a vu des danseurs partir en plein milieu du processus de création parce qu'ils étaient fermés. Il y en a eu. Donc non, c'est une ouverture incroyable. Et ouais, si, c'est une forme d'adaptation en vrai. Parce que du coup, moi, je suis allé vers des angles dans lesquels je ne serais pas allé si je ne l'avais pas rencontré. Tu vois. Donc forcément que j'ai appris et que ça m'a ouvert sur plein de trucs. Et c'est génial. Mais ouais, après, c'est... Comment dire ? Ouais, c'est une école en fait. Tu vas à l'école, c'est une école d'art. C'est l'école de la vie. Ouais, parce que quand il y a un événement, tac, tout de suite, c'est raccordé à un artiste et elle t'explique pourquoi et qui était cet artiste. Et c'est des artistes que je connaissais pas. Ou des orateurs politisés, tu vois. James Baldwin, je savais pas qui c'était, moi, ce type-là. Je l'ai découvert à travers elle. J'ai découvert plein d'autres trucs comme ça à propos de plein de gens qu'elle n'avait pas côtoyé directement, mais en tout cas des gens de la famille de cette personne. Enfin, c'est infini en fait. C'est inspirant. Ouais, de ouf. Et quand tu t'es inspiré un peu d'elle et de son univers, et justement tu me disais que tu allais voir des concerts et que tu aimais la démarche artistique, est-ce que c'est ce qui t'a nourri et inspiré pour construire La Haine aussi ? Parce que La Haine c'est un film, tu vois, à la base. Est-ce que ça t'a aidé dans ta démarche justement de construction chorégraphique, scénique, etc. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est que, tu vois, je viens du break. Le break, c'est la performance, le mouvement, la beauté du mouvement et ce que ça crée. Faut faire crier les gens, en fait. C'est du mouvement brut, pur et dur qui fait crier les gens. Je viens de là. En travaillant avec Madonna, je découvre que ces mouvements-là, avec ces mouvements-là, tu peux raconter une histoire. En respectant ton identité culturelle, quand je dis pas liée à l'art. Hein. Tu parles de la communauté de la danse. Ton identité culturelle liée à tes racines, tes origines, à tout ça, liée à ta morphologie, liée à ta vision de la danse, de l'art, du monde, de tout en fait, et qu'avec tout ça, tu peux raconter une histoire qui vient de toi, qui t'est propre et qui est sincère. Donc moi je me rends compte de ça et à partir de là je me dis ok, je peux faire voyager les gens dans un univers sans pour autant faire des mouvements de fou. Tu vois ce que je veux dire? C'est la première chose que j'ai appris en sortant de l'école Madonna, on va dire. Vraiment, c'est comment avec un mouvement tu
tu racontes un mot? Comment avec plusieurs mouvements, tu racontes une histoire? Comment avec un spectacle entier, tu as fait un film en fait? Tu vois? Donc je commence avec une pièce solo, ou avec d'autres petites pièces que je fais ici et là, que des marques me commandent. Tu vois, un jour, je suis chez moi, on n'a pas d'enfant à l'époque. C'est après la tournée de Madonna. Je tombe sur une grosse éponge à la maison, mais une grosse éponge, tu vois. Je me dis, tiens, c'est marrant cette éponge. Et je me dis, putain, je peux raconter un truc avec cette éponge. Ça me vient tout de suite. Et avec cette éponge, je commence à l'utiliser en tant que telle, une éponge. Donc je nettoie, j'éponge quelque chose sur un mur. Et tac, et le mouvement il devient dansé. Et cette éponge très moelleuse devient rebondissante. Donc mon corps commence à rebondir sur l'éponge et tout, tac, 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 boum. Et bim, après ça, je suis contacté par l'équipe de Philippe Stark, qui a lui-même a designé un revêtement industriel et voudrait que je l'inaugure avec cette histoire d'éponge. C'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr. Mais Donc, en fait, c'est tellement smart. Ouais, mais moi... À la base, c'était... La mouche. La mouche. Pardon, on a un retour Je l'ai sur eu la ou pas? mouche. Non, je l'ai pas eu. Elle est partie. C'est smart, alors qu'à la base, c'était peut-être pas genre prévu. Alors, Si? un petit peu. Ah. Un petit peu, parce qu'à l'époque... C'est quoi tes stratégies? À l'époque, je me dis, est-ce que si je fais un truc avec ça, je peux débloquer un job? Tu vois? Et ça a marché. Donc je me dis, ah ouais, ok. Mais ça, je te parle de ça, c'est de 2015, 14, tu vois? C'est récent? Et les réseaux, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, encore à l'époque. Et je me dis, putain, mais ça a marché. Ben, je recommence en fait. Donc je fais d'autres trucs et ça marche. Mais quand tu vois les danseurs aujourd'hui il y a eu beaucoup ça à un moment donné où prenez un danseur pour se mettre à la place d'un chanteur et autour faisait une chorégraphie pour ensuite le vendre potentiellement à un plateau télé, au danseur, au chanteur, à l'artiste en question, bah ça marche aussi. Aussi, bien Parce sûr. que peut-être que l'artiste est touché par le style chorégraphique du danseur, du chorégraphe. Et bien se dit, sûr. bah, attends, si ça marche en studio, ça va marcher sur Mais scène. bien sûr, bien sûr. En fait, faut pas se poser de questions. Et il faut pas oublier de s'amuser. Ouais. Surtout. Parce que, avant tout, ok, c'est pour exister artistiquement et tout, mais on s'amuse. Dans d'autres métiers, on s'amuse. T'as l'impression de travailler? Non. Moi, j'ai jamais eu l'impression de travailler. Je m'amuse. Je pense d'ailleurs que quand t'as l'impression de travailler, que tu vas reculant au travail, peut-être revoir un peu sa santé mentale aussi. Bah, t'es pas productif déjà et tu te fais beaucoup de mal. Et moi, ça a toujours été un amusement, que ce soit sur scène ou pas sur scène, en fait. T'as jamais douté? Mais douter de quoi? Si t'étais toujours à la bonne place? Mais c'est moi qui décide à quelle place je suis. C'est pas les autres. Moi, si ce que je suis en train de faire, ça me fait vibrer et je kiffe, qui va décider à ma place que je suis pas à ma place? Tu vois? Donc, non. Après, il y a toujours des personnes malveillantes, et c'est arrivé à Émilie, qui l'ont fait douter, en étant très méchants. Tu vois, c'est des directeurs artistiques, des chorégraphes. Et donc, ça peut arriver si tu tombes sur des personnes malveillantes, en fait. Mais non, moi, j'ai jamais douté. Je me dis, attends, ce que je suis en train de faire là, ça me fait un truc. Je vibre, j'existe, et je suis heureux. Je suis à la bonne place, en fait. Que ce soit sur scène avec Madonna, ou que ce soit au spectacle de fin d'année de mon pote de son association. Donc, t'as toujours été au bon endroit, et tu t'es jamais dit à un moment donné, oula, là, je suis pas au bon endroit, Alors, j'ai fait des jobs peu valorisants en tant que danseur. Hein. Tu vois, je le dis, et j'en ai pas honte, parce que ça m'a ouvert des portes. J'ai fait un truc pour le clip de la chanson Chihuahua. Je suis dans le clip. C'est vrai? Je danse dans le clip. Une chorégraphie éclatée. Mais, je le fais. Je vois le résultat. J'en ai honte. Parce que je me dis, putain, c'était bien payé, mais au final, pourquoi j'ai fait ça? Donc, je m'en suis un petit peu voulu
dans le sens où, parce que j'ai eu un petit peu honte, où je me suis dit, c'est pas une danse qui me correspond. Qui te valorise aussi. Ouais, qui me valorise, mais je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça va m'apporter de bien? Là, ce que ça m'apporte de mal, c'est que c'est ça, c'est un peu égo, c'est un peu mon ego, c'est un peu... J'estime que la chorégraphie que je fais, elle est dévalorisante. En plus, ça a tourné, je fais des battles, quand c'est à moi de passer, en plein battle, les mecs en face me font un chihuahua. Mais parce qu'ils me font ça, du coup, je lâche un passage de malade, je les efface, tu vois. Donc, après, je me dis, qu'est-ce que ce truc-là va m'apporter de bien? Eh ben, ça m'a apporté des trucs positifs. Parce que quand j'ai fait ça, le réal faisait d'autres trucs beaucoup plus artistiques, plus intéressants. Il m'a rappelé parce qu'il a vu que je faisais d'autres trucs. Tu vois, donc ça m'a ouvert d'autres portes. Donc, je me dis toujours, dans un truc un peu comme ça, qui est pas mal en soi, mais qu'on estime pas ouf, qui est un peu pourri ou dévalorisant. Qui ne te convient pas. Il y aura toujours un bienfait. Ou une porte intéressante qui sera ouverte. Et j'en ai eu la preuve plusieurs fois. Yes. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai fait beaucoup de Starac, moi, à l'époque. Et parfois des tableaux éclatés avec des chorégraphies pourries et des costumes horribles. Mais j'assume, parce que ça m'a ouvert d'autres trucs. Et ça m'a appris à m'adapter à un style qui n'est pas le mien, à un truc qui ne me convient pas. Ça a calmé mon ego, tu vois. En fait, tais-toi, t'es en train de travailler. Donc là, je m'amusais moins, mais je travaillais, tu vois. Ouais, il y a ça aussi. Ouais, il y a aussi ce truc de... Ouais, il y a un truc un peu de dualité où, tu vois, on disait on s'amuse, mais il y a des fois, je me suis pas amusé. Mais ça m'a apporté des choses. Ça m'a apporté des choses dans le sens où j'étais pas dans ma zone de confort. Ça m'a sorti de ma zone de confort. Ça me plaisait pas. Je luttais contre mon ego, mais ça m'a appris et apporté des choses. Ok. Je reviens sur la haine. Je l'ai vite fait aborder tout à l'heure. Comment est née l'idée de créer la haine? Qu'est-ce qui t'a donné envie de mêler la danse et la musique de cette manière? Alors toi, Émilie et la production, évidemment, t'étais pas tout seul. Ouais, la haine, c'est... Je sors des Trois Mousquetaires, donc j'étais chorégraphe. C'était quelle année, les Trois Mousquetaires? 2016. Ok. Et j'assume pleinement en disant que c'était le pire job de ma vie. Et c'est un des jobs dans lesquels j'ai été le plus mauvais. Et il y a eu plein de facteurs liés à ça. Donc, expérience pas cool. Émotionnellement, humainement. Je viens d'être papa. J'avais pas envie de le faire à la base. Mais c'était très bien payé. Donc, je l'ai fait pour l'argent. Et au final, ça s'est pas bien passé. C'était très éprouvant. Et ça m'a servi de leçon. Et du coup, je sors de ça. Donc moi, faut plus me parler de comédie musicale. Là, je suis vite retourné dans l'underground en faisant mes trucs, les battles, tu vois, des shows dans l'underground liés au break, au hip-hop, voilà. Enfin, un gros retour aux sources. Entrecoupé de projets artistiques vachement cool. Donc moi, je fais mes trucs. Et Farid Benlaga, qui était, si je ne me trompe pas, producteur exécutif sur Les Trois Mousquetaires, il me contacte en 2019. Avec Émilie, on vient d'avoir notre deuxième enfant, Maïwen. Quel honneur. C'est pas le plus beau prénom? J'adore ce prénom. Et du coup... il m'appelle et me dit « Yaman, faisons un rendez-vous, essayons de créer, nous, un spectacle, de nous, pour nous. » Je trouve la démarche hyper cool. Et je dis à Émilie « Viens avec moi. » Elle me dit « Oh non, elle veut pas venir. » Mais j'insiste, je sais pas pourquoi j'insiste. Alors que d'habitude, elle vient jamais avec moi, mais je sais pas, là, j'avais envie qu'elle vienne. Elle vient, on va au rendez-vous. On se pose et Farid, il nous parle d'un projet de vouloir faire un spectacle, comme je te disais, de nous, pour nous, par nous, enfin... Je dis ouais, ok, donc il a une petite idée, c'est un truc un peu à l'eau de rose, un peu, tu vois, bon... Et là, Émilie, elle sort de ses gonds, comme ça.
mais vous en avez pas marre de faire des trucs éclatés comme ça, là? Et elle dit, ouais, vous avez pas envie de faire un truc qui vous ressemble, un truc de quartier, un truc avec la culture hip-hop, enfin, vous, quoi. Je la regarde comme ça, je dis, qu'est-ce qu'elle a, elle? Et tu sais, elle nous a secoué, tu vois. Farid, il est là, comme ça. Et elle dit, et moi, je dis, bah ouais, elle a raison. Elle a raison. Et Farid, il est là, il dit, bah ouais, carrément. Et en fait, il y a un blanc comme ça, et il dit, la haine. Et moi, je dis, bah oui, la haine. C'est parfait, la haine. C'est la culture hip-hop, c'est le rap, c'est la danse, ça regroupe tout, en fait. La culture de quartier, la culture hip-hop. Et il me dit, bah voilà, la haine. Ok. Et on reste vraiment bloqué sur ça. Et ça, c'est en 2019. Juin 2019. Ok, vas-y. Farid, il nous dit, Yaman Emily, faites un dossier. On va faire un rendez-vous avec Kassovitz pour avoir l'autorisation, les droits, enfin, pour qu'il nous donne le go, quoi. Tu Réalisateur de la haine, pour ceux qui ont... Réalisateur de la haine, exactement. Donc avec Émilie, on se penche sur un dossier, clac, les idées, ça phosphore, clac. On imagine une scéno, des trucs et tout. On prépare. On fait le rendez-vous. On a 1 heure de retard avec Émilie. Parce que des bouchons de ouf, bref. Donc on fait le rendez-vous, on lui explique ce qu'on veut faire, d'où on vient, ce qu'on a fait. Et il se trouve que moi, il me suit sur Insta, je savais pas. Et il kiffe ce que je fais, mais il dit rien. Il est vénère parce qu'on était en retard. Et on fait le rendez-vous, on lui présente le truc, aucune réaction. On se dit, bon, il s'en bat les yucks, il s'en fout, il kiffe pas. Et là, il dit, bah ouais, mais c'est cool, mais moi, j'aimerais le faire avec vous. Nous, on s'est dit, bah ok. Kassovitz, tu vois, le nom, il est connu. C'est le réalisateur du film culte. Ça ajoutera du power au projet, tu vois. Donc, ok. Directeur artistique, ouais, enfin, plus co-metteur en scène. Et ouais, directeur artistique aussi. Émilie et moi, chorégraphe, mais Émilie, elle a un œil sur tout. Donc, sur la mise en scène, sur la scéno, ouais. Elle propose plein d'idées. Et beaucoup de ces idées sont... Les costumes aussi. Ouais. Lumière, non, parce que tout. Je précise que quand on est chorégraphe, on n'est pas que chorégraphe parfois aussi. Des fois, on va au-delà de la vision de juste du mouvement et du step, tu vois. Exactement. Et là, d'autant plus que l'idée vient de nous. Donc, on exige à avoir un œil sur tout ce qui se fait, tu vois. Et d'être en capacité de refuser si ça ne correspond pas à la vision qu'on a de telle ou telle chose. Nous, avec Émilie, on est là, et Farid, le producteur, on est là, on se dit, ça va le faire, on va aller jusqu'au bout, et Farid arrive à lever le financement nécessaire pour pouvoir entamer la création. On entame la création, donc attends, l'idée, elle est en 2019, on entame la création en 2024. Ouais. Il y a eu le Covid. Entre-temps, il y a des investisseurs qui ont dit non, on fait plus. Bah, tu m'étonnes. Donc, Farid, il a pas lâché le steak. En même temps, il est algérien-breton, donc voilà. Attention, je suis bretonne. Ouais, non, mais j'adore. C'est, voilà, les mecs, quand ils ont une idée, ils lâchent pas, tu vois. Il a pas lâché, donc il a réussi à soulever les fonds nécessaires. Les fonds, ouais. Et on a réussi à faire ce qu'on avait envie de faire, en fait. Incroyable. Donc, de nous, pour nous, un truc fidèle à ce qu'on est, fidèle à d'où on vient, et voilà. Et après, il y a eu les castings aussi. Ouais, casting. Processus de casting. Casting comédien. Comédien. Chez les danseurs, moi, j'avoue, c'est toujours une question que je me pose. Peut-être que ça va répondre à la question de beaucoup de danseurs. Est-ce qu'une production sait exactement le nombre de danseurs qu'elle veut, ou est-ce qu'elle est ouverte à en prendre plus ou moins, selon ce qu'elle a en face d'elle? Alors. Et du coup, par rapport à vous... On a une tranche. Ok. On décide d'une tranche. On a une tranche de danseurs, une tranche sur le nombre de danseurs qu'on veut, qui est approximative. Elle n'est pas arrêtée. Mais voilà, on part quand même sur une tranche à pas dépasser, tu vois. Après, ça peut être plus, ça peut être beaucoup moins, mais on n'est pas arrêté en se disant « Ah, mais
tu vois. Et après, donc nous, on a fait une sélection de danseurs avec Émilie. Mais après, le metteur en scène, Serge Deloncourt, nous a dit « Ouais, mais attention, moi j'ai des rôles qu'il faut que j'attribue. Il faut que ce soit des comédiens. Donc, il faut enlever 8 danseurs. » On a dit « Mais non. Non, en fait, tu fais pas un spectacle comme ça avec 8 danseurs. Si on en enlève 8. » Donc, on a dit « Mais donne la chance aux danseurs en les mettant dans des rôles de comédiens. » C'est ce qu'on a fait. Et là, des révélations. Là, on a vu des danseurs. Tu vois, c'est là où il y a, dans un projet artistique, quand tu es danseur, il y a une autre vocation d'un coup qui naît. Ou un autre talent qui apparaît que tu avais, que tu savais pas que tu avais, mais que quelqu'un d'autre a pu mettre en lumière. Et là, tu as d'autres perspectives, en fait. Ok, tu es danseur sur ce projet, mais tu as d'autres perspectives, toi, en tant que comédien, maintenant. Tu vois. Et puis encore une fois, la contrainte de « il me faut des rôles ». Ouais. Et donc du coup, de comment je joue avec cette contrainte-là pour... Exactement. Et ces rôles que le metteur en scène voulait, il voulait que ce soit joué par des acteurs, ce sont nos danseurs, à Émilie et moi, qu'on a choisis, qui jouent ces rôles-là, et ils sont vachement bien joués. Bien sûr. Tu vois. Enfin, au début, voilà, il y a eu un temps d'adaptation, il fallait qu'ils apprennent et tout, mais aujourd'hui, enfin, ils sont vachement bien, et je trouve ça génial, en fait, tu vois. C'est gratifiant, même, en tant que chorégraphe, de te dire, attends, j'ai placé des danseurs, ils sont peut-être en train de développer une carrière de comédien. Ouais, non, c'est pas gratifiant, parce que c'est comment dire, c'est un talent qu'ils avaient, c'est pas nous qui leur avons donné ce talent, tu vois. Et en fait, ça devait être comme ça, c'était le projet qui allait révéler un autre talent que ces artistes avaient en eux, tu vois. Et qu'ils n'auraient peut-être pas découvert, ou peut-être plus tard, mais en tout cas, en faisant ce projet, ils se disent, bah ouais, finalement, je suis bon comédien, peut-être que j'aurai une carrière d'acteur plus tard, tu vois. Yes. Et c'était quoi le message que vous souhaitiez transmettre justement à travers cette création ? Chorégraphiquement, tu veux dire ? Chorégraphiquement, même au niveau du spectacle. Bah déjà, au niveau du spectacle, fallait rester fidèle au film et à ses codes. Et à ces codes de quartier, notamment, qui sont pour moi super importants. Alors là, il n'y avait aucune concession à faire. Et c'était ça déjà dans un premier temps. Et puis, c'était aussi, tu vois, La haine, c'est quand même un film assez violent, dans le sens où la fin, elle est tragique. Et le sujet du film, tu vois, il est toujours d'actualité, malheureusement. Et c'était comment dans le spectacle on apporte une touche positive, une touche d'espoir, tu vois, en questionnant le public, pas en faisant un constat assez sombre, parce que l'issue du film, la fin du film est assez sombre, mais en essayant d'y apporter des solutions, tu vois. Et je pense que on a réussi, parce que moi, en tant qu'artiste, en tant que créateur, en tant que chorégraphe, ce qui se passe avec La haine, je l'ai jamais vu ailleurs aussi, enfin sur la durée. C'est-à-dire que tous les soirs, après chaque spectacle, n'importe où, les gens se lèvent. Pas parce qu'ils partent, non. Ils se lèvent, ils crient. J'ai vu des mecs de quartier pleurer à chaudes larmes en disant « Mais ça, c'est mon histoire, c'est moi, je me vois dedans. » Enfin, j'ai vu des rangées de mecs de quartier qui ont acheté leur ticket pour venir voir le spectacle. Et je me suis dit « Mais on a réussi, en fait. » Je vois des gens de toutes sortes, de tout âge. Il y a des jeunes qui n'ont pas vu le film, qui viennent voir le spectacle et qui voient le film après. Il y a des gens de ma génération, des générations plus d'avant, qui connaissent le film et qui viennent voir et qui sont frileux au début parce que c'est un classique, faut pas y toucher. Et ça, Dieu sait qu'on a eu cette réflexion, oula, tellement de fois. Et non, en fait, c'est le pari, il est réussi. Et en danse, avec Émilie, on n'avait pas envie de faire les danseurs derrière et on fait une chorégraphie.
Non, moi je voulais que ce soit un peu chaotique, je voulais que ce soit... Parce que on parle du quartier en fait. On parle du quartier et il y a dans la vie de quartier un espèce de chaos organisé. Un truc comme ça qui nous est familier, auquel on s'est adapté, qu'on gère plutôt bien, mais c'est comme ça. Il n'y a pas une méthode, tu vois. Et on voulait pas que ce soit comme ça dans les chorégraphies, si tu veux. Et moi, je me suis dit, mais comment on chorégraphie un bordel, tu vois. Imagine, au quartier, il y a Silsbull, comment on chorégraphie ça sur scène, tu vois. On s'en fout, beau, pas beau. Non, il faut que ce soit sincère, tu vois. Et moi, en tant que chorégraphe, j'estime que j'ai été très sincère. J'ai pas cherché à en mettre plein la vue au monde de la danse, pas du tout. C'était vraiment pas mon but. Je voulais que ce soit sincère, je voulais que ce soit fidèle au quartier. Je voulais pas que ce soit fidèle au monde du spectacle, au monde artiste. Non, je voulais que ce soit fidèle au quartier et fidèle à ce que je suis moi et ce qu'est Émilie en tant qu'artiste et chorégraphe, tu vois. Et voilà. Et ça marche. Bah moi j'estime que ça marche. Bien sûr, mais moi je te le dis. Ok, de ma d'accord. personne, parce que je suis venue voir le spectacle, tu vois, et que j'ai envie de dire un chef-d'œuvre dans le milieu du spectacle vivant, parce que tu vois, même il y a eu quand même beaucoup de nouvelles technologies, on peut dire, qui ont été mises au service. Oui. Et ce qui a été intelligemment fait, c'est qu'on n'a pas mis ça n'a pas pris le dessus sur l'artiste qui était sur scène, j'ai trouvé. Et je trouve que c'est en ça aussi que c'est intelligent, c'est que vous avez réussi à faire collaborer les deux. Ouais. Et puis dès le début, on savait qu'avec Émilie, c'était pas un spectacle de danse, tu vois. Donc, fallait trouver un équilibre. Fallait pas que le danse prenne le dessus sur tout le reste, ou que la vidéo prenne le dessus sur tout le reste, ou autre chose, tu vois. Fallait trouver un équilibre. Je pense qu'on a, à mon sens, trouvé. Les 3 rôles principaux, ils sont exceptionnels. Incroyable. Le rôle du frère d'Abdel et qui fait le flic, il est incroyable. Le rôle de Leïla, la fille qui a été ajoutée, qui n'existe pas dans le film, il est charmé. Je suis hyper content du tableau où elle est attachée, et Dieu sait que c'est le tableau qui nous a le plus fait flipper avec Émilie, parce qu'on s'est dit ça peut vite devenir un truc un peu cirque, tu vois, et on voulait pas. Donc non, pour moi, on a réussi. Ouais. On a réussi. Et c'était pas l'endroit pour nous en tant que chorégraphe pour en mettre plein la vue en danse. C'était pas ça. C'était pas l'endroit pour ça. Pas du tout. Alors. Moi j'ai trouvé que vous en avez mis plein la vue. Donc tu vois. Moi je trouve que c'est juste. Ouais. Je trouve que c'est juste. Et bon alors. Il y a beaucoup de danseurs qui sont venus à l'avant-première, tu vois, la couturière. Donc bon, forcément, c'est les premiers, tu vois. C'était pas encore assumé par les danseurs, pas encore, tu vois. C'était un peu... Donc clairement, il y a des danseurs qui sont venus prendre des notes au lieu de voir un spectacle, tu vois. Bon, après, je leur en veux pas du tout. Parce que il y a des critiques, même si elles sont pas fondées et constructives, on les entend. Moi, en tout cas, je les entends. Et ça me va, tu vois, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je savais qu'il fallait juste qu'on laisse le temps aux danseurs de s'adapter et de comprendre ce qui se passait et d'assumer pleinement leur rôle. Et aujourd'hui, presque 1 an après, c'est le cas. Donc, j'invite tous ces preneurs de notes à reprendre des notes. C'est ce qu'on disait avec Pab dans un des épisodes qui est sorti. Il dit en fait, si tu viens pour critiquer un spectacle, reste chez toi. Parce que des fois, t'es pas sur ton meilleur jour aussi. Quand t'es sur scène. Puis, ça peut être aussi en évolu. Enfin, c'est un produit qui vient de sortir. Donc, faut aussi être indulgent, surtout quand t'es dans le milieu. Je pense quand tu sais comment ça se passe, c'est important d'être indulgent. Je trouve avec tes pairs et avec autrui. Ouais, mais même pas. Au-delà. Tu sais, moi, quand je vais voir un spectacle, j'éteins mon cerveau d'artiste. Ouais, bah oui. J'y vais en tant que spectateur. J'ai envie de voyager. Et je vais toujours trouver quelque chose qui va me faire voyager, qui va me faire kiffer. Et je suis à la recherche de ça, en fait. Et je sors pas de là. Ah bon, après, il y a des loupés.
Tu vois, un loupé, c'est un loupé. C'est comme ça, mais c'est pas pour autant que après, je vais prendre un malin plaisir à démonter le truc. Tu vois, en parlant aux autres ou pas. Mais non, faut être bon public, faut savoir décrocher de ce qu'on est en tant qu'artiste et d'aller voir un film ou un spectacle comme un être humain qui a besoin de... Divertissement. Ouais, exactement. Qui a besoin d'être diverti. Voilà. Merci Yaman, on arrive bientôt à la fin de l'épisode. J'ai 3 dernières questions à te poser. Ouais. En regardant en arrière, quel moment de ta carrière te rend le plus fier et pourquoi ? Ça peut être un ou plusieurs. Je suis tout simplement fier d'être un artiste et d'avoir pu vivre de ma passion. Vraiment, je suis vraiment fier de ça en fait. Je suis vraiment fier de dire que tout au long de ma carrière, en majorité, je me suis beaucoup amusé et que j'ai eu l'impression de vivre un monde parallèle. Si je comparais à des individus qui avaient un travail normal, à des potes qui ont des, tu vois, qui ont des jobs plus, comment dire, moins excitants. Mais non, moi je suis très fier d'avoir pu vivre comme j'avais envie de vivre en fait, comme l'artiste que j'avais envie d'être. Et de pouvoir me rencontrer en tant qu'artiste et en tant qu'être humain. Surtout. Parce que c'est ce que ça m'a permis, en fait. De vraiment me rencontrer moi-même. Et c'est pas chose facile, mais c'est essentiel. Et je dis pas que j'ai totalement accompli ce truc-là. Mais ouais, je suis fier de ça, en fait. Je suis fier d'avoir pu vivre de ma passion. Ouais, c'est le truc dont je suis le plus fier. Après, bon, allez. S'il y avait vraiment un événement, c'est un battle avec mon groupe Wanted pour la qualification des championnats du monde. C'était à Montpellier. On était en finale contre les Vagabond Crew. Très, très, très fort. Très, très, très fort. On avait une rivalité incroyable. Et c'était soit eux, soit nous qui allions représenter la France au championnat du monde. Et on a gagné. Et je crois que ça, c'est le moment le plus fort que j'ai partagé avec les gars de mon crew, tu vois. C'était fort. Je me souviens encore de la sensation que ça a provoqué. Parce qu'on a gagné en étant nous-mêmes, parce qu'on a pris le risque de sortir des sentiers battus, de ne pas refaire un break qui existait déjà, de ne pas rentrer dans les cases, de ne pas reproduire ce qui s'était déjà vu. Et on a laissé une grosse trace, et ça, j'en suis très, très, très fier. Bravo. Voilà. Ouais. C'est quoi tes projets futurs, Yaman ? Mes projets futurs, écoute, c'est pas moi qui décide. J'ai une idée je crois que je vais peut-être pouvoir finalement réaliser mon fantasme artistique et de créer quelque chose qui est 100% du Yaman, quoi. Du Yaman avec tout ce que ça implique, avec du Charlie Chaplin, du Buster Keaton, de tous mes héros du break, des films que j'ai vus, des gens que j'ai rencontrés. Et voilà, dans un futur proche, je pense que ça va pouvoir être possible. En tout cas, je vais m'en donner les moyens. Bah, je te le souhaite. Merci. Est-ce que tu auras un dernier message pour clôturer cet épisode, qui a peut-être rien à voir avec l'épisode, hein, quelque chose que tu aimerais dire ? Restons solides. Ouais, c'est dur là en ce moment. Faut rester solide avec tout ce qui se passe. Restons solides et continuons de créer pour voilà. Peut-être qu'à un moment donné, la création sera un mode de survie. Voilà, restons solides. Merci Yaman. Merci pour ton temps. Merci pour ce merveilleux partage dans cet épisode. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser 5 étoiles sur le podcast et à aller voir évidemment ce que fait Yaman sur ses réseaux sociaux, que je mettrai dans la description de l'épisode. Voilà, je te remercie encore. Merci pour ton temps, Yaman. Merci à toi, Maïwen. À bientôt. Ciao. Ciao. Qu'est-ce que tu dirais aux...
Ouais. J'attends. Il y a du mouvement là. Ouais, du moment. Je voulais te demander, pour pas oublier ma question, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui se font copier? Faut, Attends. Ils vont pas faire un foot dans le couloir quand même. Une fois, ils ont déjà fait ça. Ah ouais? Pendant. Il y a un gamin, il avait une voiture télécommandée. Ah ouais. Il y a une mouche. Ouais, il y a une mouche. Oh, putain. Attends. Ah, c'est parce qu'il y a la C'est lumière. bon, c'est barré.